Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la Panaméricaine, le podcast créé et animé par Marie Vesco et Antoine Rousseau qui porte sur les travaux en sciences sociales sur les Amériques. Aujourd'hui, nous n'observerons pas la réalité latino-américaine à travers les vitres de notre véhicule. Ce sont plutôt les images qui vont retenir toute notre attention. Comment interpréter ce que celles-ci représentent ? Peut-on faire un lien direct avec leur contexte de production ? Enfin, est-il facile de distinguer photographie documentaire et œuvre artistique ? Nos deux invités du jour vont nous aider à y voir plus clair en nous présentant les œuvres de plusieurs photographes entre le Mexique et la Colombie. Camille Lécuyer est doctorante en études hispanophones à Cergy Paris Université. Sa thèse, réalisée sous la direction de Julie Amiot-Guihoué, est intitulée « Photographier l'absence, deuil et disparition forcée dans les représentations du conflit armé colombien ». Gaëlle Guillet-Sariol est doctorante en études hispanophones à l'Université de Lille. Sa thèse, réalisée sous la direction de Paul-Henri Giraud, est intitulée « Poétique de l'inquiétude » chez Graciela Iturbide. Bonjour Camille, bonjour Gaëlle, bonjour. Et bonjour Antoine. Bonjour. Donc, première question traditionnelle de la Panaméricaine, comment en êtes-vous arrivé à travailler sur vos sujets de thèse ? Alors moi déjà c'était en master, en première année de master. Je suis partie en échange en Colombie pendant 1 an et avec une idée très claire à ce moment-là que je voulais travailler sur la photographie, mais voilà, j'en savais pas plus sur mon futur sujet de mémoire donc à l'époque. Et il se trouve que je suis arrivée en Colombie du coup en 2018 et c'était juste après la signature des accords de paix qui ont eu lieu en tout début d'année 2017. Et donc c'était vraiment un sujet de société important à ce moment-là. Et il y avait un deuxième événement qui était que Jesus Abad Colorado, qui est le grand photographe colombien, en tout cas le plus connu, venait d'ouvrir une exposition qui est devenue permanente début 2018, une exposition qui s'appelle El Testío à Bogota, et qui retraçait photographiquement l'intégralité du conflit armé colombien. Et donc voilà, avec la conjonction de ces deux éléments, je me suis dit que je tenais à mon sujet et j'ai commencé en master à travailler sur la question de la représentation de la paix en photographie, dans la photographie colombienne. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivée au sujet de la disparition forcée. Merci beaucoup. Et de ton côté, Gaëlle ? Alors moi c'était moins linéaire dans la mesure où j'ai commencé par faire un master en littérature colombienne sur un écrivain du post-boom. Après, j'ai fait un second mémoire, là, axé photo, mais photographie espagnole, sur la photographe Katy Horna. Et de fil en aiguille, comme elle est partie au Mexique, j'ai commencé à lire et à me renseigner sur la photographie contemporaine mexicaine. Et je suis tombée sur des archives de France Culture sur les rencontres d'Arles en 2013 qui avaient pour thème la photographie mexicaine. Et voilà, et en fait c'est à partir de ce que j'ai pu lire sur ce festival que je me suis intéressée à la photographie mexicaine contemporaine. Et en fait au départ mon corpus était beaucoup plus large et il y avait beaucoup de photographes femmes surtout. Et voilà, et en fait c'est en première année de thèse que j'ai resserré à Graciela Iturbide. Alors maintenant, on va en venir à la méthodologie de vos thèses, parce que toutes les deux, vous travaillez donc sur la photographie, sur des photographes, mais comment vous le faites, c'est-à-dire à partir de quelles sources est-ce que vous travaillez avec donc les photographies elles-mêmes, c'est-à-dire l'analyse d'images, ou est-ce que vous travaillez aussi avec les archives ? Je crois, Gaëlle, tu parlais d'archives aussi privées, personnelles. Est-ce que tu travailles avec les archives personnelles de Graciela Iturbide ou avec d'autres personnes qui ont collaboré avec elle ? Toi aussi, Camille, est-ce que tu travailles avec d'autres sources textuelles, par exemple, sur ces photographes contemporains
colombien. Voilà, c'est là un peu une question assez large sur comment donc travailler avec, sur la photographie ou avec des photographies. Et est-ce que vous avez recours à des entretiens ? Est-ce que vous faites des entretiens avec des photographes ou pas, ou d'autres personnes, d'ailleurs des éditeurs, des éditrices, je sais pas. Comment on fait pour travailler sur la photographie ? Gaëlle, si tu veux commencer. Oui, alors moi je pars d'un corpus de livres, donc il y a une partie aussi de ma thèse qui essaie de penser, de problématiser la notion de matériel de l'objet éditorial de livres photographiques, en tant que, que l'objet fait sens, un peu dans la continuité par exemple des travaux de Roger Chartier dans le livre, enfin dans l'histoire du livre. Mais voilà, ce serait plus d'un point de vue de l'édition photo, parce que pour moi je considère que un livre, il n'y a pas que moi qui considère ça, mais un livre photo c'est des choix d'un photographe parmi son archive, des choix esthétiques qui sont porteurs de sens et de signification. Donc moi je travaille sur un corpus d'une 40aine de livres de Graciela. Après, de manière plus annexes, on va dire, je vais travailler aussi sur des photographes qui ont pu l'influencer. Donc là, ce sera moins sur vraiment l'objet livre que sur des images un peu canoniques dont elle parle, par exemple, elle, dans des entretiens. Et donc, ces livres-là et les images qu'ils comportent, je les analyse avec des outils d'analyse iconographique proches, si on veut, de l'analyse littéraire, mais voilà. Et je fais aussi des entretiens avec des photographes, avec Graciela Iturbide, avec ses éditeurs, deux de ses éditeurs, quelques personnes qui ont pu préfacer ses livres, donc soit une poète, des écrivains, etc. Et aussi des photographes qui ont travaillé avec elle, soit qui la connaissent, etc. Parce qu'il faut savoir que le monde de la photographie, en tout cas à Mexico, est assez restreint et en fait tout le monde se connaît, tout le monde participe aux mêmes événements et vernissages, etc. Donc voilà, et en fait de fil en aiguille, j'ai rencontré tout un petit groupe de femmes photographes. Merci. Et donc toi Camille, comment est-ce que tu as aussi, j'imagine, contacté ces photographes sur lesquels tu travailles ? Oui, la plupart j'ai eu la chance de pouvoir les contacter, échanger avec eux, souvent même assez régulièrement, parce que la continuité entre mes différents sujets de recherche, entre le master et la thèse, a fait que je les connais pour certains depuis un petit moment déjà, et que j'ai vu aussi un peu, j'ai pu suivre un petit peu leurs créations les plus récentes. La différence avec Gaëlle, c'est que donc, comme j'ai pas une approche monographique, j'ai distingué un corpus d'une dizaine de photographes selon deux critères. Un critère qui est thématique, c'est celui du coup de la disparition forcée, traiter de la disparition forcée, et un critère formel qui était celui de travailler par série. Donc ça ne m'intéressait pas d'avoir des photographes qui avaient produit une image de la disparition forcée ponctuellement pour un journal. Je voulais vraiment des photographes qui travaillaient de façon un peu systématique et dans le temps sur ce sujet. Et ils sont tous colombiens aussi, d'origine colombienne. Donc je vais beaucoup analyser leurs images, leurs séries entre elles, quand elles en ont plusieurs, et la cohérence interne de chacune des séries. Aussi la façon, les motifs récurrents entre ces séries, comment elles se répondent. Évidemment, il y a des thèmes, des motifs visuels qui reviennent. Et j'adopte les méthodologies des études visuelles, donc c'est-à-dire que je vais pas seulement rester au sein de ces séries, mais aller voir un peu par quoi elles sont sous-tendues dans le contexte culturel et visuel colombien. Les références par exemple au traitement visuel médiatique de la disparition forcée, comment ils vont à l'encontre de ça, ou comment ils y font référence, ou aussi à tout ce gros corpus vernaculaire qui va être les photographies des disparus qui sont mobilisées dans les manifestations par les familles des victimes, qui est vraiment un second corpus au trait beaucoup plus flou évidemment, parce que c'est énorme à l'échelle de la Colombie ou du continent latino-américain, mais qui est aussi très présent et qui revient beaucoup dans les créations, les séries que moi j'étudie. Et donc comme disait Marie, tu fais aussi des entretiens avec ces photographes-là, ou pas ? Pour confronter en fait ce qu'ils disent de leurs travaux, ou simplement prendre en compte leur photographie. Oui, je fais des entretiens, et oui, c'est ça, c'est une autre chose qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est en dehors des séries en elles-mêmes, c'est tout ce qu'on va dire le paraphotographique, c'est-à-dire par exemple s'ils exposent, quel va être le texte qui va accompagner la lecture de ces images dans l'exposition, parce que c'est vrai que ce sont pas des images qui se tiennent d'elles-mêmes, dans le sens où elles sont exigeantes.
elles sont difficiles à lire si on n'a pas une connaissance assez fine de ce que c'est que de quel est le contexte colombien, la disparition forcée. Donc voilà, c'est des images qui sont souvent assez difficiles à lire et qui ont besoin d'un accompagnement textuel souvent. Ou en tout cas de fonctionner en série pour être bien comprises et remises dans leur... Enfin, qu'on saisisse tout leur sens. Justement, je trouve que c'est compliqué parce que moi j'ai une perspective que j'appelle herméneutique, je sais pas trop ce que ça recouvre en fait, mais c'est essayer d'analyser le sens qui se dégage de l'image. Mais effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais, je trouve que les images, à la différence d'autres créations, notamment la littérature, je trouve, est beaucoup moins directionnelle, ou dirigée, je sais pas trop quel est le bon terme. Je veux dire, c'est beaucoup moins... le sens est beaucoup plus fuyant, je trouve. Et donc, effectivement, moi je pars du livre, parce que effectivement le livre, en fait, il y a un travail de série, quand on fait un livre, donc même si c'est pas la série qui a été prise à tel moment donné, etc., ça va être une série créée a posteriori, qui va reposer sur des motifs, etc. Pas de motifs dans sa propre œuvre. Et c'est vrai que souvent aussi, les livres de Graciela sont accompagnés de paratextes qui effectivement viennent orienter la lecture, parce qu'en fait, une image... et Graciela, c'est aussi la spécificité... elle a une approche très poétique de la photographie, dans le sens où elles viennent pas forcément parler directement d'une réalité existante, mais en fait elle va d'une certaine manière la détourner par des choix esthétiques qui en fait après peuvent être difficiles à lire. Voilà, d'où la nécessité de construire, de mettre en réseau en fait les images entre elles. Hay sangre en unas manos ajenas. Si me convierto en canción, solo recuérdame feliz. Aquí no pasa el tiempo, no hay pena o sufrimiento. Ahora soy yo quien va a escandalizarse con la fuerza de los gritos de Ruby Cortés en los Peñaduzales. Le exijo a la justicia que este caso se aclare y que no quede impune como casi siempre hacen. Nada, la vida de los negros no importa nada. Lo primero que dicen es andaban en cosas raras, como Jean Paul, Jair, Leider, Álvaro y Fernando. Somos víctimas del sistema y el abandono del Estado, pero el pueblo no se rinde, carajo. Donc pour rentrer un peu dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous aider à visualiser un peu ce corpus de photos ? C'est pas forcément facile dans un podcast où par définition on n'a que la voix et pas d'image de parler de photographie, mais est-ce que vous pourriez nous aider en quelques mots à ce qu'on se rende compte un peu mieux de ce sur quoi vous travaillez, puis du contexte dans lequel s'inscrivent ces corpus de photos aussi ? C'est vraiment effectivement dans le cœur du sujet pour moi, parce que cette question de visualiser, de la visibilité, c'est toute ma problématique, la problématique centrale de mon sujet. Parce que du coup je travaille sur des photographes sur des photographies de la disparition forcée. Et donc la disparition forcée, c'est une modalité de violence qui a été tristement courante en Colombie. C'est un des pays du monde où il y a le plus de disparitions forcées. On parle de 100 000 disparus depuis 1980 et estimé à 200 000, donc le double, c'est énorme. Et justement, c'est un crime qui par définition vise à être invisible. C'est-à-dire qu'on fait disparaître une personne, tout simplement. Alors on imagine que la personne est assassinée, mais on ne sait pas quand ni où, et surtout on ne sait pas où est son corps, et donc on ne peut pas prouver qu'elle a été assassinée. Et pour les familles c'est terrible parce qu'elles sont dans l'inconnu total. Il peut y avoir une part d'espoir de se dire peut-être que cette personne va finir par revenir un jour, vu qu'on n'a pas pu acter la mort, et du coup le deuil est sans fin, complètement ininterrompu pour les proches des victimes. Et justement la question centrale, c'est comment on va représenter ça, comment on va le donner à voir, puisque la photographie c'est par excellence un des médiums du visible. Comment on va donner à voir ça, ce crime qui tente d'effacer à la fois les personnes, mais d'effacer les traces du crime en lui-même. Et donc pour décrire mon corpus un peu plus, j'ai remarqué que les photographes vont passer du coup nécessairement par des prismes pour évoquer ce sujet.
par le paysage, par exemple. Ça peut être photographier des lieux où on sait que la disparition a eu lieu ici. Donc il peut y avoir des ruines, où il peut y avoir le plus souvent rien du tout, rien à voir. Et c'est pour ça qu'il faut expliquer aussi par un paratexte ce rien à voir. Dire que voilà, c'est pas n'importe quel paysage qu'on montre et qu'il est chargé émotionnellement, historiquement. Ça peut être photographier très souvent d'ailleurs ça va être ça, photographier des objets qui ont appartenu aux victimes, parce que les familles des victimes, du coup, en l'absence de corps et de lieux pour se recueillir, vont se rabattre souvent sur ces objets-là, des restes des vêtements, des photos. Donc photographier des photos aussi, ça c'est intéressant, cette mise en abîme de l'objet photographique qui m'intéresse beaucoup. Toutes sortes d'effets personnels, où ça peut être justement se décaler le regard photographique sur ces personnes, justement les familles des victimes, qui sont en fait tout autant victimes, voire plus, parce qu'elles vivent dans ce deuil ininterrompu, et elles luttent pour faire reconnaître la disparition de leurs proches face à des états qui sont parfois... qui résistent parfois à prendre en compte la spécificité de la disparition. Les photographier pendant qu'elles racontent, photographier leur vie quotidienne aussi, de voir comment elles se recueillent, comment elles vivent ce deuil qui n'en est pas un, comment elles se souviennent, comment elles manipulent les objets, les photographies. Et tu disais que ces photographes-là aussi vont à l'encontre de la représentation usuelle de la disparition forcée dans la presse, j'imagine populaire, qui se vendent dans la rue. En quoi justement il y a cette différence ? Ouais, alors justement la question de la difficulté à représenter la disparition forcée, elle est pour tout le monde. Pas seulement pour les photographes sur lesquels je travaille, aussi pour les journalistes qui ont un peu cette nécessité éditoriale souvent d'accompagner leurs articles d'une image. Et du coup, il va y avoir tendance à montrer des photographies, par exemple, à mettre des photographies d'une fosse commune. Mais c'est complètement indigne pour les personnes parce que l'identité des personnes qui ont disparu, en fait, on les fait disparaître une seconde fois avec ce genre de représentation. Parce qu'on ne montre rien, on n'explique rien, on donne juste une image comme ça de l'horreur qui pourrait être n'importe quelle fosse commune, en fait. Il n'y a pas de dignité ni pour les victimes, ni pour les familles. Ça n'ouvre pas un espace de réflexion sur la spécificité de la disparition. Voilà, c'est critiquer un peu par l'image cette tendance qu'on a dans des sociétés, surtout comme en Colombie où l'insécurité et le crime est assez répandu, de cette tendance qu'on a à vivre entouré d'images violentes, seulement pour vendre peut-être ou pour attirer, mais en tout cas qui ne permettent pas de réfléchir à la violence. Et donc du coup pour ça ils vont justement travailler avec les victimes sur du temps long, qui est vraiment un échange aussi avec les victimes, décaler la vue, de pas montrer l'horreur des fosses, l'horreur des charniers, et parler depuis la métaphore, parler depuis l'objet, la photographie en elle-même, le portrait disparu, qui est très intéressant. Merci beaucoup. Et toi Gaëlle, du coup je crois que t'as un corpus totalement différent, dans un autre registre, dans un autre contexte, que tu peux faire le même exercice et essayer de nous rendre ça un peu plus visible ou qu'on puisse se l'imaginer. Oui, tout à fait. Graciela Iturbide prend plutôt des photos en noir et blanc, en argentique, plus souvent en moyen format. J'ai envie de dire qu'elle a 2 périodes dans son travail. Donc elle a commencé à photographier à la toute fin des années 60, donc vraiment 69 à peu près. Et jusqu'à aujourd'hui, elle continue de travailler. Et la première période qui dure à peu près jusque début des années 90, travaille surtout à documenter les populations indigènes mexicaines. D'abord via en fait des programmes du gouvernement mexicain visant justement à créer une archive audiovisuelle des populations autochtones dans le but de documentation et de préservation. Donc elle a sillonné le Mexique pendant des années. Parce qu'il y a une vraie, une méthode de travail dans son approche. Elle va devenir très proche de ces sujets. Elle va notamment, par exemple, sa série la plus connue qui a été prise à Juchitán, donc dans l'isthme de Tehuantepec, dans l'état de Oaxaca. Elle y est allée pendant 10 ans, plusieurs mois, tous les ans, créer vraiment des liens très proches, des liens de proximité, d'amitié, avec les sujets qu'elle photographie, donc un peu comme disait Camille, entre les photographes et les familles. Là, il y avait vraiment un travail d'immersion et de grande confiance en fait avec les personnes, ce qui en fait permet d'éviter une vision exotisante, qui serait une vision qui
peut plaire à un public étranger, nord-américain, une vision exotique du Mexique avec des fêtes traditionnelles, autochtones. Donc ça évite en fait d'objectiver ces pratiques et ces personnes. Donc on l'a souvent qualifiée de photographe anthropologique. Elle récuse complètement ce terme parce qu'elle dit qu'elle n'est pas anthropologue. Elle a simplement une relation de confiance et de respect avec les personnes qu'elle photographie. Mais il y a quand même des points communs en fait, avec certaines méthodes des sciences sociales, des méthodes de terrain qui sont pas juxtaposables mais qu'on peut, on peut trouver en fait quand même des points de contact. Ouais, c'est pour ça que j'avais demandé pourquoi elle se définit pas anthropologue. Je crois que c'est déjà parce qu'elle dit souvent qu'elle n'a pas d'agenda politique. Elle refuse de dire qu'en fait ces images viendraient argumenter ou défendre une hypothèse, comme c'est le cas par exemple dans la recherche. On a une hypothèse de départ, on fait des expériences ou du terrain et on la valide ou non. Pour elle, c'est pas du tout ça, et au contraire, en fait, on avait parlé un peu d'une posture qui a été qualifiée de pré-indicielle, donc c'est un peu technique comme terme, mais c'est l'idée qu'en fait, les photographies, elles seraient la marque, pas des pratiques en tant que telles, mais en fait de la relation qu'elle établit avec les personnes qu'elle photographie. Voilà, c'est pour ça qu'elle ne veut pas être anthropologue. Et la deuxième partie de son œuvre, donc après les années 90, c'est une période que moi je qualifie plutôt de poétique, dans le sens où cette notion a donné un peu de fil à retordre, parce que c'est une notion issue de la littérature qu'on voit souvent utilisée pour qualifier son œuvre, et donc moi ça m'embêtait un petit peu d'un point de vue... je ne savais pas trop comment le prendre, mais en fait elle va plutôt avoir une recherche symbolique, donc autour des objets, qui vont renvoyer de manière métonymique à des personnes, à des pratiques. Par exemple, elle a fait un livre sur l'Inde qui s'intitule No hay nadie, donc il n'y a personne. Et c'est l'Inde, mais vidée de figures humaines. Et voilà, donc elle travaille du coup plus sur ce qui pourrait être le négatif des pratiques via juste des espaces, des objets, des lieux. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que alors Camille elle vient montrer justement ces images de la violence, ou comment représenter la violence dans un pays comme la Colombie, qui est aussi connu dans le monde entier pour la violence qui en émane. Mais j'ai envie de dire que le Mexique aussi est aussi connu pour cette violence-là. Mais à l'inverse, j'ai l'impression qu'elle, dans son œuvre photographique, elle fait pas tant de place que ça à la violence, ou alors tu me contredis. Si, alors, elle va pas parler d'une violence politique. Donc elle s'est toujours tenue à distance, pas forcément personnellement, mais en tout cas son œuvre est assez éloignée de tout contexte historique. Ça ne l'est jamais vraiment, mais en tout cas, elle a, disons, une recherche artistique qui est vraiment assez personnelle et qui engage pas trop des questions d'actualité, par exemple. Mais elle a eu ce qu'on peut appeler une rupture biographique, c'est qu'elle a perdu sa fille quand elle avait 6 ans. Donc c'est à ce moment-là où elle a commencé la photographie. Quelque part, j'ai l'impression que c'est à partir de cette douleur-là qu'elle photographie, et c'est à partir de cette violence-là que naissent ces images. Et donc, et si elle fait pas des photos de Nota Roja, par exemple, qui est donc l'équivalent mexicain des images de presse colombiennes très violentes. Elle a, par exemple, elle a une attention particulière à certains rituels, notamment sacrificiels, de certaines populations mexicaine, où il va y avoir beaucoup de sang, des animaux égorgés. Donc c'est une violence qui va passer, qui va connoter autre chose, un rapport au sacré peut-être. Voilà, mais c'est toujours une violence qui est en lien avec la douleur personnelle. Et sinon, moi, j'avais une autre question qui peut être vue comme l'inverse. C'est-à-dire, est-ce que Camille, toi, tes artistes, tes photographes contemporains, est-ce qu'ils se définissent comme des artistes ? C'est-à-dire que, est-ce que pour eux c'est justement important de saisir cette violence réelle par l'art ou pas ? C'est super intéressant comme question, parce que effectivement, en fait, quand on commence à y réfléchir, qu'est-ce qui vraiment permet de dire à partir que là on a une photographie documentaire et que là on a une photographie artistique ? Est-ce que c'est formel ? Est-ce que ça se voit ? Est-ce que c'est le travail en série ? Parce que un photographe reporter comme un artiste, on va dire,
va travailler aussi peut-être en série? Est-ce que c'est le lien au réel? Dans ce cas-là, avec la question de la disparition forcée, on a un lien à l'histoire, aux politiques, au réel, à la souffrance réelle des victimes qui est claire et assumée. Donc c'est difficile de les situer, et eux-mêmes préfèrent souvent ne pas se situer, aussi pour des questions de stratégie éditoriale, c'est-à-dire que quand on se revendique explicitement artiste ou quand on se revendique explicitement reporter, on se ferme des portes en fait d'un côté comme de l'autre dans des questions tout simplement de publication. Et aussi parce que ce qui est intéressant dans ces questions de où on se place sur le spectre documentaire artiste, ça dit quelque chose de l'intention. Et ça va aussi inciter le public à scruter moralement une certaine éthique, à attendre une certaine éthique, une certaine idéologie de la part des images. Et du coup, je sens chez eux, chez tous, et même moi j'ai du mal aussi à les situer, une difficulté à se dire où totalement travailler dans le documentaire, reportage, ou totalement dans l'artistique. Et en fait, ce qui va souvent influencer, ça va être leur formation, tout simplement. Est-ce qu'ils ont une formation par une école de journalisme, ou est-ce qu'ils ont une formation par une école d'art? Mais en fait, dans le résultat, on remarque que ils ont tous leur style, et leurs productions peuvent converger ou non. Mais voilà, ils ont tous comme point commun de travailler très souvent avec les victimes, mais aussi de travailler en série, éventuellement d'exposer dans les musées, de travailler par la métaphore, de faire des belles images. Donc oui, c'est intéressant comme question parce que c'est assez difficile de trancher, et c'est peut-être mieux de ne pas le faire en fait. Pour rebondir sur ce que tu dis, Camille, chez Graciela, la question se pose énormément aussi de cette frontière entre art et documentaire. Parce qu'elle, par exemple, dans ses entretiens, à chaque fois, elle dit je suis pas artiste, je suis photographe. Donc on sait pas vraiment ce que ça signifie. Enfin, il y a encore, je trouve, que un peu cette difficulté qui est inhérente au médium de... C'est fuyant, en fait, on sait jamais trop par quel bout le prendre. Et par exemple, elle, effectivement, comme c'est la première partie de son œuvre, a l'air très documentaire, mais en fait, par exemple, dès qu'elle fait une nouvelle publication, un nouveau livre, et en fait, peut-être qu'elle va prendre une photo d'une série très documentaire, et elle va la recontextualiser, non pas pour sa valeur documentaire, mais pour sa valeur esthétique, en le mettant en résonance avec peut-être une autre photo qui a été prise 15 ans plus tard, mais dont les formes résonnent entre elles. Et donc, c'est en constant changement, en fait, ce rapport entre les deux, donc c'est vrai que c'est super intéressant. Il y a toujours cette tension de manière générale de la photographie. Est-ce que c'est de l'art? Est-ce que c'est du document? Est-ce que c'est un peu au croisement? Et on voit par exemple, si on regarde l'histoire de l'art colombien, mais la même chose dans beaucoup d'autres pays, même en France, il a fallu se battre un peu, que les photographes ont dû se battre pour arriver dans le champ des beaux-arts. Et maintenant doivent aussi des fois se battre pour ne pas y rester enfermés. Et voilà, je trouve ça intéressant de dire je suis pas artiste, je suis pas reporter, je suis photographe, parce qu'il y a la question du lien au réel de la photographie qui est présente. Et... Oui, historiquement, c'est vrai que la photographie, ça a toujours été un peu le parent pauvre, précaire de l'art, parce que souvent c'était ramené à sa technique, donc on considérait que c'était un outil d'enregistrement du réel. On sait que c'est tellement plus que ça, hein, mais c'est vrai que on a mis longtemps, et je suis pas sûre que ce soit encore tout à fait, ce cheminement soit tout à fait fait, de séparer en fait la photographie d'un simple enregistrement, un simple document en fait. Hay sangre en unas manos ajenas. Si me convierto en canción, solo recuérdame feliz. Aquí no pasa el tiempo, no hay pena o sufrimiento. Donc on vient de voir que dans vos deux cas, il y a cette incertitude entre le côté artiste du photographe et son côté plutôt documentaliste. Mais je crois que dans vos deux corpus, il y a aussi pas mal de similitudes esthétiques, poétiques du moins, dans l'usage du noir et blanc. Alors dans les photographies que j'étudie, il n'y a pas que du noir et blanc, loin de là. Mais il y a quand même quelques artistes ou en tout cas au sein d'une série précise, qui choisissent d'adopter le noir et blanc. Et le noir et blanc est assez intéressant parce qu'il évoque, sur le sujet en tout cas de la disparition forcée, il évoque tout de suite une intericonicité forte avec justement tout ce corpus énorme et vague que je décrivais de la photographie disparue. La photographie disparue, en tant qu'objet qui est utilisé en manifestation, elle s'est codifiée en fait depuis qu'elle a commencé à être utilisée pour la première fois par les maires de la place de Mai en Argentine dans les années 70. Et elle s'est vraiment codifiée en fait maintenant en Amérique latine. Quand on voit un portrait d'une personne qui ressemble en fait à un portrait d'identité,
en noir et blanc, ou en tout cas la personne ne sourit pas, regarde directement vers l'objectif, immédiatement on pense en fait aux photographies disparues. Et même si en fait la disparition forcée continue d'avoir lieu, et du coup on a des photographies disparues qui sont potentiellement en couleur, parce que tristement récentes, en fait il y a cette tendance même à passer la photographie en noir et blanc pour rentrer dans cette codification visuelle de ce que c'est que le portrait disparu. Du coup le noir et blanc, il a toujours aussi cette évocation-là, en tout cas dans mon corpus, de refaire penser à ça, surtout quand il s'agit bien sûr du portrait. Je pense à une artiste qui s'appelle Erika Dietes et qui a fait une série de portraits où elle photographie des mères de disparus pendant qu'elle lui raconte la disparition. Et du coup, elle va dans la forme mimer ce type d'image du portrait disparu, sauf que là il s'agit des mères, et en plus c'est des images qui font penser presque à des piétas religieuses, très esthétiques, parce qu'on voit les femmes en train de pleurer, ou en tout cas avoir des expressions très fortes de douleur au moment où elles racontent. C'est très, très puissant. Le noir et blanc a cette force-là, en tout cas dans le thème que j'étudie. Du coup, au Mexique, ça doit pas être connoté tout à fait pareil, enfin en tout cas dans le cas de Graciela. Elle, est-ce qu'elle l'utilise systématiquement ou pas, et qu'est-ce que ça évoque, ce noir et blanc? Alors elle utilise plutôt systématiquement le noir et blanc, à quelques exceptions près, mais vraiment la couleur est très rare dans son œuvre. Et alors il y a plusieurs raisons à ça, je pense. D'abord un choix esthétique. Je pense que simplement ce qu'elle souhaite exprimer passe avant tout par le noir et blanc. Ensuite, elle dit souvent qu'elle photographie le Mexique en couleur. C'est un peu accepter une codification touristique et exotisante du Mexique. Donc ça va être les maisons de toutes les couleurs, voilà, le ciel bleu très bas, les nuages bien dessinés, etc. Ce à quoi elle renonce en fait, et en fait c'est pas ça qui l'intéresse, et heureusement, enfin j'ai envie de dire, et je pense que c'est aussi ça la force de son travail. Et ensuite je pense que par rapport à la couleur, mais ça c'est une interprétation un peu plus personnelle, je crois que dans son œuvre en tout cas, le noir et blanc va avoir une valeur moins référentielle que la couleur, dans la mesure où ça ressemble moins à la réalité, parce qu'on voit la vie en couleur et pas en noir et blanc, mais qu'en plus ça va attirer l'attention du public sur les formes et sur vraiment l'aspect formel de l'image. Donc voilà, vraiment un travail sur les nuances de gris, sur le contraste, sur la composition. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à j'y pense là, mais il y a un film qui a été pas mal connu, quoi, c'est Roma, qui se passe au Mexique aussi, et qui est totalement noir et blanc, et je me demandais si ce choix artistique c'était pour les mêmes raisons, pas du tout, enfin ça se trouve t'en sais rien, mais alors, je sais pas, j'ai vu le film bien sûr, je sais pas si c'est le cas, mais je pense qu'il y a un peu de ça, de pas exotiser le Mexique, de pas donner une vision du Mexique attendue et qui correspond à une vision qui serait la vision de préjugés, enfin préexistante à son image en fait. Oui, parce qu'à l'inverse, moi je voyais souvent que, pour critiquer justement la vision hollywoodienne du Mexique, on montrait les images de Mexico où en fait c'est le ton de la couleur de l'image est filtre jaune, très jaunie, comme si voilà, dès qu'on passait les États-Unis au Mexique, tout de suite on était sous les tropiques, c'est vraiment cet exotisme d'Amérique latine quoi. Il y a un photographe super connu dont le nom m'a échappé, mais qui photographie l'Amazonie aussi, Salgado. Oui, totalement en noir et blanc. Dans le cas du film Roma, je me demande s'il n'y a pas aussi ce côté un peu hommage au cinéma mexicain des années 50, puis en plus comme c'est du slow cinéma, cette idée de que ce soit dans le rythme ou dans la couleur, d'aller à l'encontre des demandes du cinéma actuel et de... C'était un peu une bombe, Roma, publié sur Netflix, Cuarón sur Netflix, noir et blanc, un film lent qui parle d'une domestique indigène, c'était assez original. Et pour revenir à Salgado et Graciela, ils ont fait un livre en commun avec Raghu Rai, qui est un photographe indien. Et c'est un livre qui s'appelle India, Mexico, Vientos Paralelos, donc un Mexique, vent parallèle. Et tout est en noir et blanc, tout le livre est en noir et blanc. Et c'est assez intéressant dans le sens où l'Inde aussi, les représentations visuelles qu'on a de l'iconographie de l'Inde, c'est beaucoup de la couleur. Ça va être de la poudre multicolore, des tissus flamboyants, etc. Et là, ce livre va complètement
à rebours de ça aussi. Un autre point commun à vos deux corpus, c'est cette représentation de l'étrange et voire de l'inquiétude. Est-ce que vous pourriez développer un peu là-dessus et peut-être aussi dire s'il y a un peu de fantastique? Ouais, je pense ça parce qu'on parle beaucoup de réalisme magique et je me demandais s'il y avait un peu de ça aussi dans les photographies, si ça se représentait et comment. Alors pour le réalisme magique, il faut surtout pas dire ça de Graciela, elle déteste. Très bien. Ok. Oupsie. Dans beaucoup d'entretiens, elle dit non mais le réalisme magique c'est une invention éditoriale européenne pour qualifier des auteurs qui n'ont rien à voir. Et justement, pour elle, ça, elle le dit pas comme ça, mais je pense que c'est ça un peu l'idée, que ça exotise. C'est plus facile de dire qu'une réalité qu'on ne connaît pas relève du surnaturel que de l'accepter comme étant une réalité existante, quoi. Pourtant, non, elle est complètement contre le fait qu'on qualifie ces images de magiques, et pourtant, des critiques l'ont fait, mais non. Elle est très tranchante sur ce point. Mais par rapport à l'inquiétude, l'absence, etc. Camille, tu parlais de la présence d'objets pour signifier l'absence. Et il y a ce même processus chez Graciela où en fait, dès qu'elle photographie des objets, l'objet va avoir ce pouvoir évocateur de l'absence. Parce que ça va vider en fait l'espace d'une présence humaine, et en fait l'absence va être d'autant plus flagrante que par exemple en photographiant un paysage qui va être codifié sans figure humaine, etc. Et voilà, et donc chez Graciela effectivement il y a un travail sur l'inquiétude qui va passer beaucoup par le dépouillement des lieux, par une attention à des objets étranges, beaucoup de travail sur les prothèses par exemple. Donc en Inde, on va avoir des prothèses de jambes, prothèses de Frida Kahlo, qu'elle photographie dans sa maison de Coyoacán, des prothèses de dents. Voilà, plein d'objets qui en fait, sortis de leur contexte, sont particulièrement inquiétants justement. Dans le cas de la Colombie, on évoque très souvent le réalisme magique, évidemment, parce que c'est le pays de Garbo, donc forcément la question du réalisme magique revient beaucoup. Et il y a une autrice qui vient des Cultural Studies que j'aime beaucoup, qui s'appelle Juliana Martinez, et qui, elle, parle pour un corpus de cinéma, de littérature et de photographie art plastique sur la disparition forcée, qui parle de réalisme spectral. Moi, c'est une notion qui m'a énormément intéressée, parce qu'en fait, dans le réalisme magique, on a la magie, c'est-à-dire des choses qui se passent qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut pas expliquer, qui relèvent un peu du merveilleux, et réalisme, l'idée de les décrire d'une façon réaliste. Et donc dans le réalisme spectral, on retrouve ça, c'est-à-dire prendre le spectre, le fantôme, avec sérieusement, le prendre sérieusement, le prendre au premier degré, parce que dans un pays où il y a potentiellement plus de 200 000 disparus, le fantôme il est réel. C'est pas une image culturelle ou en tout cas un motif culturel qu'on utilise pour se faire peur ou pour faire peur aux enfants. Il est réel en fait, parce qu'il y a 200 000 personnes dont on a essayé d'effacer l'identité, dont on ne sait pas où elles sont, on ne sait pas où sont leurs corps, on imagine qu'elles sont mortes, on ne sait pas où sont leurs corps, et qu'on fait revenir par les photographies, justement dans les manifestations entre autres, on les fait revenir visuellement, matériellement, pour qu'elles reviennent nous hanter, pour que leur présence, on fait revenir leur présence, à partir de leur absence on crée une présence, pour qu'elles reviennent nous hanter et réclamer justice. Et voilà, cette question du fantastique par rapport à la disparition est récurrente, parce que c'est vrai que si on imagine vivre dans un endroit où on sait qu'il y a eu des disparitions, le corps du disparu, il est nulle part, parce qu'on ne le trouve pas, mais du coup potentiellement il peut être un peu presque n'importe où, dans la mer, dans les rivières, dans les páramos, dans la jungle, même en Argentine par exemple, dans la ville en fait. Beaucoup d'endroits à Buenos Aires sont des anciens centres de détention et de torture et de disparition. Et voilà, et donc en fait autour de ces lieux il y a aussi une sorte souvent des légendes urbaines qui se cristallisent. Et ça, c'est assez intéressant, ce rapport au fantastique dans un pays où le fantôme demande à être pris sérieusement. Alors, je pense là aussi au film La Llorona de Jairo Bustamante, c'est complètement ce thème-là. La Llorona, en fait, c'est une disparue qui revient hanter les criminels et les responsables de la disparition.
Et juste une dernière question pour continuer sur cette thématique, c'est ça me fait penser au lien avec l'émotion qu'il y a à traiter de ces sujets-là, et l'émotion aussi qui peut se créer avec les sujets des photographies et les photographes. Comment est-ce que vous appréhendez justement cette thématique émotionnelle? Et aussi, est-ce que ces sujets, comment est-ce qu'ils se lient aussi aux photographies après, en tant qu'objet, après avoir été prises? Est-ce qu'il y a un lien émotionnel qui continue sur le temps long ou pas? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Alors dans le cas de Graciela, ce lien il existe très fortement parce que comme je disais, c'est vraiment une œuvre très personnelle, et qui est très liée aux relations émotionnelles qu'elle va tisser en fait avec les gens qu'elle photographie. Et notamment, pour répondre plus précisément à la question, elle a fait sa photographie la plus connue s'appelle Nuestra Señora de las Iguanas. Donc c'est la photographie d'une femme qui est auréolée d'iguanes vivants, et donc elle est prise légèrement en contre-plongée. Et donc elle a ces iguanes sur sa tête, et en fait la composition rappelle fortement l'iconographie mariale. Et cette photo, c'est la photo qui a rendu Graciela Iturbide mondialement connue en fait. Et cette image a été, elle a offert, suite à son travail pendant 10 ans à Juchitán, elle a offert cette série et d'autres à la Casa de la Cultura à Juchitán. Et cette image a été appropriée par les apothèques, qui en a fait vraiment une icône culturelle. Donc on a des hôtels à Nuestra Señora de las Iguanas, en sachant que la dame photographiée, c'était une dame qui allait au marché vendre des iguanes. Elle n'avait pas de statut ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment sa mise en image et la forme par laquelle elle a été photographiée qui permet ça. Donc un hôtel avec des fleurs, on brûle des cierges, etc. Elle a aussi été beaucoup récupérée par la communauté chicana, donc mexicaine, californienne. Oui, donc on peut la voir représentée sur des peintures murales, dans le street art. Il y a des images de t-shirts d'elle. Elle a aussi été reprise par un groupe, par des féministes nord-américaines d'ascendance mexicaine. Et en fait, c'est vraiment une image qui circule et qui lui échappe complètement. Ses significations et ses réappropriations lui échappent. Sur ta question de l'émotion, moi je voudrais, si c'est possible, répondre un peu en 2 temps. Déjà dire que dans le contexte de la disparition forcée, pour les familles des disparus, avoir une photo de la personne disparue, c'est infiniment précieux. Pour plein de raisons. De manière générale, avoir une photo d'une personne quand elle n'est plus là, quand elle est absente, quand elle est décédée, c'est toujours la photographie, le lien entre la photographie et le deuil est très très fort. Mais dans le cas de la disparition forcée, où en plus on n'a pas, comme je disais, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de tombe où on peut aller se recueillir, la photo prend un peu ce rôle-là. Il y a un chercheur espagnol qui parle de photographie inhumanée, c'est-à-dire ces photographies-là qui prennent le rôle en fait, de localiser le corps et de localiser le deuil. Et ça, c'est une image photographique qui adopte ce rôle-là. Souvent une image précise d'ailleurs, pas n'importe quelle image, il y en a une que les familles élisent pour être la représentation, pour avoir l'aura en fait, de la personne. Donc déjà, on a des photographes qui travaillent avec le médium photographique et qui vont parler qui vont traiter un sujet où la photographie a déjà un poids très très fort et une relation du coup émotive très forte à la photographie. Et donc ce que tu racontais Gaëlle avec cette idée de l'image qui retourne un peu à son lieu au lieu de la prise de vue, moi ça me fait penser à toujours cette même artiste Erika Diates que j'évoquais, qui elle a collaboré avec des familles qui lui ont donné, donc c'est un don inimaginable, des objets qui ont appartenu aux disparus, dont des photos de cette personne. Et elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle les a pris dans des cubes de résine. Elle en a plus de 150 et elle expose ces cubes de résine là, comme ça, alignés côte à côte. Et en fait, ça fait comme un gigantesque cimetière. Donc elle va faire une sorte de mémorial ou comme un cimetière, un lieu de recueillement en tout cas, pour les disparus. Donc elle aide à localiser, grâce à ces objets et à ces images, à localiser le deuil personnel et national pour les disparus. Et pour que les familles ne soient pas totalement dépossédées non plus de ces objets-là, elle a pris en photo ces cubes de résine et elle les a
elle a envoyé ces photos aux familles, et en fait, en se rendant ensuite chez les familles, parce qu'elle garde contact avec ces gens avec qui elle collabore, elle a vu que ces personnes avaient créé chez elles des hôtels aux disparus en utilisant cette photo. Donc il y a vraiment un dialogue de l'objet qui est reproduit pour revenir là où il devrait être, en fait, chez les familles. Et le deuxième aspect de la réponse, c'est que générer l'émotion, c'est perçu par les photographes sur lesquels je travaille comme générer l'émotion et générer l'empathie, comme un moyen en fait de faire comprendre politiquement la disparition forcée. Je sais pas si je m'exprime bien, mais qu'on n'est pas toujours obligé d'expliquer toutes les causes sociales, historiques de cette violence, pourquoi cette violence, par qui est touché, donner des statistiques. Il y a un peu cette idée qu'en créant une émotion forte, une empathie, par l'image, on va comprendre en fait. Pas forcément besoin d'être dans les statistiques et le discours théorique articulé, que l'émotion est un puissant vecteur en fait déjà d'empathie et de compréhension politique et historique. Madre, no llegaré a la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Dice que ven mi cuerpo, oigo me están llorando. Madre, ¿te acuerdas que te hablé de las estrellas? Hoy ellas están aquí, hay muchas otras junto a mí y todas van volando, se van surcando en lo alto. Alors on arrive au terme de cet épisode de la Panaméricaine. Est-ce que vous auriez donc des œuvres culturelles à conseiller ? Dans cet épisode précis, ce sera des œuvres culturelles qui ne sont pas des photographies, donc c'est-à-dire soit des chansons ou des films, des romans, qui permettraient en fait aux éditeurs et auditrices d'aller un peu plus loin dans leur découverte de situations sociales et politiques que vous étudiez. Camille, est-ce que tu as... Ouais. Il y a des films, il y a des livres qui parlent de la disparition forcée, qu'on parle de façon plus ou moins directe ou indirecte dans le fantastique et tout ça, mais moi je voudrais parler d'un champ dont on parle peut-être moins, qui est celui de la chanson, pour la question de la disparition forcée, parce qu'il y a des chansons qui ont aidé à faire connaître ce crime en fait sur la scène nationale, internationale. U2 a fait une chanson sur les disparus, Sting aussi, particulièrement respectivement sur le Chili et l'Argentine. Et moi je voudrais conseiller l'album Buscando América de Rubén Blades, et notamment qui a une chanson qui s'appelle Desapariciones. Merci. Et toi Gaëlle ? Alors moi j'aimerais vous conseiller, pour si vous voulez connaître un peu plus la vie et l'œuvre de Graciela Iturbide, une BD de Isabel Quintero et Zeque Peña qui s'appelle Iguana Lady, en référence justement à Nuestra Señora de las Iguanas, et qui est sous-titrée La vida de Graciela Iturbide, et qui reprend avec un très beau graphisme la poétique justement de Graciela et sa manière de photographier. Merci beaucoup d'être venu au micro de la Panaméricaine, et merci à nos fidèles auditrices et auditeurs. Vous pouvez nous suivre si ce n'est pas déjà fait sur Blue Sky, Instagram, Facebook et bien sûr sur Spotify. Vous mettrez 5 étoiles à l'épisode que vous venez d'écouter. Et on se retrouve le mois prochain. À bientôt.